Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 8 mars 2025 et tout d'abord, la farce continue. Alors pourquoi je dis la farce continue? Nous avons eu le 2 mars la réunion à Londres qui regroupait les plus acharnés de l'Union européenne, dont bien sûr la France et l'Angleterre, mais il y avait aussi Ursula von der Leyen, il y avait Meloni. Bref, on a eu les plus acharnés. Alors évidemment, que se sont-ils dit? Ben, la rengaine habituelle, il faut sauver l'Ukraine, il faut dépenser plus pour l'Ukraine. Et nous avons Macron qui a dit que la Russie était une menace existentielle pour la France. Pour la France. Bien entendu pour l'Europe, mais aussi pour la France. Bon, là, je vais pas en parler plus en avant puisque j'ai déjà fait une vidéo concernant la menace existentielle russe inventée par Macron, donc je ne vais pas en parler plus en détail. Donc voilà, il y a eu ce sommet de Londres pour aider l'Ukraine et nous avons eu le sommet de Bruxelles avec tous les pays européens qui étaient invités pour faire passer le projet d'Ursula von der Leyen, c'est-à-dire de faire passer 800 milliards d'euros pour la défense de l'Union européenne. Et aussi, il y avait un autre paquet d'aide à l'Ukraine qui a été décidé. Et Viktor Orban a fait des siennes puisqu'il a refusé le dernier paquet pour l'Ukraine, ainsi que les dernières sanctions contre la Russie. Alors, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, Ursula von der Leyen pousse un projet pour éjecter la Hongrie du droit de vote quant aux sanctions contre la Russie et l'aide pour l'Ukraine. Nous verrons bien ce que cela donnera. Alors, pourquoi j'appelle ça une farce? En fait, c'en est une, mais c'est plus une tragédie qu'une farce, car tout cela montre eh bien, que l'Europe, quoi, l'Union européenne, pour être plus exact et pour être encore plus précis, les gouvernements de l'Union européenne n'ont que faire de leur propre peuple. Donc déjà, ils ne leur demandent pas leur avis sur des thèmes aussi graves, c'est-à-dire sur l'avenir des pays de l'Europe quant à une éventuelle guerre avec la Russie. Et oui, à force d'être agressif comme cela, de dépenser de l'argent, l'argent des contribuables européens, eh bien, on pourrait pousser éventuellement une troisième guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Donald Trump, à la Maison Blanche, avait dit à Zelensky, attention, attention, vous poussez à la troisième guerre mondiale. Et ben, il pourrait dire exactement la même chose pour les gouvernements de l'Union européenne. Presque tous les gouvernements, tout du moins, on va mettre à part la Slovaquie et la Hongrie. Donc, en gros, le message de l'Union européenne, c'est bon, la Russie est une menace existentielle pour l'Union européenne. Et je rappelle qu'il n'y a pas que Macron qui dit ça. Macron l'a dit très clairement dans le sens que la Russie menacerait le territoire français. Donc, il a été quand même spécifique et non pas que l'Union européenne. Mais beaucoup d'autres pays disent la même chose que lui. Évidemment, en premier lieu, les pays frontaliers, qui eux le disent depuis déjà longtemps. Donc l'Union européenne, via la reine Ursula von der Leyen, qui a décidé une dépense de 800 milliards d'euros, chose qui, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis, ne se fera jamais, parce que déjà, il y a des fissures au sein de l'Union européenne, chacun voit sa protection nationale de manière différente. N'oublions pas aussi
qu'il y a toujours de l'eau dans le gaz entre l'Allemagne et la France. Ils ne sont jamais d'accord sur rien. Quant à la défense, il y a toujours eu des problèmes d'intérêts nationaux qui sont très divergents entre l'Allemagne et la France. Il y a aussi des intérêts divergents entre l'Angleterre et la France, bien entendu aussi. Bref, en réalité, si jamais un jour l'Union européenne était attaquée, il y aurait des divergences telles, parce que là, on se confronterait au mur des réalités, hein. Là, les petites réunions à Bruxelles, une tasse de thé à la main, de discuter, il faut donner quelques centaines de milliards par là, quelques centaines de milliards par là. Il y a qu'à, faut qu'on construise des dizaines d'usines d'armement. Oui, ce serait bien. Ah, faut le faire. Voilà. Avec quel argent? On ne sait pas, mais c'est pas grave. On va s'endetter, on va augmenter les déficits, on va faire des emprunts gigantesques à la Banque Centrale Européenne. C'est pas grave. Bon, l'Union Européenne oublie qu'elle n'est pas les États-Unis. Les États-Unis peuvent faire ça parce que le dollar est la monnaie d'échange internationale. Donc la planche à billets peut tourner quasiment à l'infini, bien que ça, c'est la théorie, hein. En réalité, les dettes vous rattraperont toujours, hein. N'oublions pas que chaque année, il doit y avoir un vote au Congrès américain pour éviter le shutdown des États-Unis. Donc, et à chaque fois, c'est de plus en plus difficile d'éviter le shutdown. Là, le dernier vote qui a pu réunir les démocrates et les républicains, ça s'est fait sur le fil du rasoir. Et c'est de plus en plus difficile chaque année. N'oublions jamais cela. Nous, on n'a pas l'euro comme monnaie d'échange internationale, pas comme les Américains. On ne peut pas faire tourner la planche à billets comme ça, éternellement. Les déficits et les dettes sont de vraies dettes, de vrais déficits, qu'il faudra bien rembourser un jour. Donc attention, attention, c'est un point économique qu'il faut souligner, surligner, répéter, le graver dans le marbre. Voilà, il faut surtout pas oublier cela. Bon, bref. Donc l'Union européenne a montré pour la milliardième fois que elle n'avait que faire de son propre peuple européen. Car bon, dépenser 800 milliards d'euros comme ça pour la défense de l'Union européenne concernant une menace fantôme qui n'existe pas, faut quand même le vouloir, faut le faire. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen de faire monter les factions politiques souverainistes du style AfD, RN et autres encore dans l'Union européenne. Ça va donner un coup de boost encore supplémentaire pour les partis souverainistes, ou Florian Philippot ou François Asselineau, l'UPR et les Patriotes pour la France. Pourquoi? Bah parce que tous ces partis politiques souverainistes ou nationalistes, comme on voudra, bah vont dire, bah regardez, il y a bien l'État profond qui nous dirige. Puisque si c'était vraiment nos gouvernements qui nous dirigeraient, eh bien tout cet argent, qui est apparemment de l'argent magique qui peut sortir comme ça de nulle part, exactement comme l'Union européenne a pu sortir 650 milliards d'euros comme ça en quelques mois venant de nulle part, évidemment ça nous a endettés à fond, eh bien ils ont pu le sortir pour Pfizer et Moderna, en gros, hein, pour payer des vaccins, pour faire des trucs et des machins bon, qui ont servi pas à grand chose en réalité. Ils ont pu faire ça, bah, ils le refont pour la défense de l'Union européenne, mais c'est toujours au détriment des peuples. Toujours. Donc ce sont des problèmes inventés, on fait peur à son propre peuple. Encore une fois, je ne vais pas répéter toute la philosophie que j'ai détaillée dans ma précédente vidéo concernant la menace existentielle russe. Donc je ne vais pas y revenir dans le détail ici. Mais bon, en gros, bon, on peut dépenser autant d'argent, mais alors la crise énergétique, elle est passée où?
On n'a pas de crise énergétique en Europe. Les factures qui sont maintenant si difficiles à payer pour nos entreprises que beaucoup d'entreprises ont décidé de déménager aux USA, aux États-Unis, et pas des moindres en plus, pas des petites entreprises. Ça n'existe pas. On n'a pas des problèmes de factures énergétiques en Europe. Et les problèmes dans les hôpitaux, les problèmes des urgences, on n'en a pas non plus. On n'a pas non plus des problèmes avec la justice, le manque de moyens de la justice, on n'en a pas. Et puis, on n'a pas de problème d'immigration en France, qui cause justement des déficits. Quand je dis en France, dans toute l'Union européenne, le problème de l'immigration, ça y est, non, c'est obsolète. Ce problème, en fait, c'était une illusion d'optique. Les problèmes de déficit, de manque de moyens des hôpitaux, de la justice, de la gestion de l'immigration, des problèmes de terrorisme au sein de l'Union européenne, etc., etc., le manque de moyens de la police dans toute l'Union européenne. Bon, je vais pas vous faire une liste exhaustive de tous nos problèmes, le chômage, l'inflation, la récession en Allemagne, tout ça, non, ça va, tout va bien. En fait, ça va tellement bien qu'on peut dépenser 800 milliards d'euros pour une défense de l'Union européenne suite à une menace fictive. Ça, on peut se le permettre. Il n'y a aucun problème. Faudrait rappeler à l'Union européenne pourquoi pendant plus de 30 ans on a diminué la défense nationale dans toute l'Union européenne, ce qui a permis d'économiser de l'argent et le mettre dans d'autres secteurs vraiment importants, l'éducation nationale, les hôpitaux, etc., qu'on a pu faire pendant 30 ans. Alors là, maintenant qu'on est complètement à la ramasse, que l'Union européenne a des inflations partout, que le pouvoir d'achat a diminué, qu'il y a des dettes et des déficits absolument inouïs dans quasiment tous les pays de l'Europe, qu'on a des problèmes de sécurité, de terrorisme, d'immigration, de chômage, de crise énergétique. Non, non, c'est bon. C'est pile à ce moment-là qu'on fait ça. Et puis évidemment, n'oublions pas ce qui a été décidé à Londres, bien entendu, c'est-à-dire toujours plus d'aide à l'Ukraine. Et là, comme l'Union européenne est en panique, parce que là, Trump vient de décider, bon bah, qu'il allait arrêter l'armement en Ukraine. Et là, apparemment, c'est vrai, parce que la Pologne a dit qu'effectivement, les trains qui étaient chargés de munitions étaient arrêtés en Pologne par les Américains. Donc, concernant l'armement, c'est vrai. Et là, les États-Unis viennent de dire, ah bien, en plus, tout ce qui est renseignement, on va arrêter aussi. On va arrêter l'aide au niveau des renseignements. Alors, et d'ailleurs, les États-Unis ont demandé au gouvernement britannique de ne pas donner les renseignements américains à l'Ukraine. Voilà, donc très spécifique. Bon, le coût des renseignements américains qui s'arrête tout d'un coup, j'ai regardé des rapports de beaucoup d'experts, et il y a beaucoup d'experts, et même des journaux, hein, même des grands journaux comme CBS aux États-Unis, et le Wall Street Journal, qu'on dit, oui, bon, ça c'est ce que les États-Unis disent, mais en attendant, les pays de l'OTAN vont quand même continuer, hors États-Unis, vont quand même continuer de donner du renseignement à l'Ukraine, et peut-être même que les Américains même, en réalité, continueront. En tout cas, il y a beaucoup de journaux et d'experts qui disent que le coût de l'arrêt des renseignements pour l'Ukraine, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Bon, faut voir, faudra voir avec le temps. Alors, si effectivement que l'arrêt des renseignements américains est réel, ça va faire très 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 mal à l'Ukraine. Très 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 mal. Puisque la plupart des renseignements satellitaires qui sont fournis à l'Ukraine ou des AWACS américains, bah, évidemment ça vient des États-Unis, et même les AWACS britanniques ou français, en fait, normalement, ils doivent suivre les ordres américains. Je dis bien normalement.
Mais bon, il y a déjà deux hauts officiers britanniques qui ont dit que eux, ils allaient quand même continuer à donner des renseignements à l'Ukraine. Donc deux rebelles sous couvert d'anonymat, bien sûr. Mais je ne serais pas surpris que là, Keir Starmer, qui est en complet désaccord avec Trump, je ne serais pas surpris que Keir Starmer dise en réalité à ses généraux, bon, allez-y, continuez, hein. Voilà, je ne serais pas surpris. Je parle des renseignements américains donnés à l'Ukraine. Je ne serais pas surpris que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, par exemple, qui, eux, ont toujours des renseignements américains, désobéissent aux ordres américains et donnent quand même les informations à l'Ukraine. Bon, d'un autre côté, je ne sais pas, mais s'ils faisaient ça et que ça remontait aux oreilles de Donald Trump, je pense que ça ferait très mal. Je pense que ça ferait très mal. Connaissant Donald Trump, peut-être, parce qu'il a déjà fait flotter cette idée, peut-être qu'il dirait, bah écoutez, il y a environ 100 000 soldats américains dans l'Union européenne, bah on va les retirer, je vais l'enlever, je vais retirer tous les systèmes patriotes. Ah bah même si c'est vos systèmes patriotes que vous avez construits par vous-même, hein, par exemple comme c'est le cas de l'Allemagne et du Danemark, qui peuvent construire leur propre système patriote, bah les Américains pourraient dire, bah oui, vous les avez construits, mais c'est nous qui les contrôlons. Alors bon, bah, soit on vous les enlève carrément parce que comme ça en plus ça nous arrange, ça fait des systèmes patriotes pour nous. Donc en gros on fait un vol éhonté, ou on vous les bloque à distance, tout simplement, parce qu'on a envie. Voilà, ça m'étonnerait pas de Donald Trump. Bon bref, voilà, bon ce serait un peu risqué de la part de l'Union européenne de contrevenir aux ordres américains, mais qui sait? On ne sait pas, tout est possible. N'oublions pas que ce sont des acharnés. Trump, Macron, Keir Starmer, Scholz et pire encore, Merz, celui euh, qui va continuer la tâche d'Olaf Scholz, qui va devenir le prochain chancelier. Merz, c'est un acharné. Donc c'est bien, on a un nouveau trio d'acharnés, les trois plus grands pays d'Europe. C'est bien, hein. Bref, donc résumons, donc on a l'Union européenne, disais-je, qui veut dépenser les 800 milliards d'euros pour la défense de l'Union européenne au détriment de son propre peuple. Alors déjà, je trouve que c'est extrêmement grave, déjà qu'on nous donne pas de référendum pour nous demander notre avis quant à cette question extrêmement grave de nous mener petit à petit vers la guerre contre la Russie, parce que vraiment, je sais, ça fait 2 ans que je vous le dis, je le répète encore, pour moi, ça ne reste que mon avis, pour moi, l'Union européenne et nos acharnés habituels, c'est-à-dire Allemagne, Angleterre, France, veulent une guerre avec la Russie, car ça leur permet d'être toujours dans un état de crise, dans un état de peur, et donc ça leur permet de mieux contrôler leur propre peuple. Bref, donc en gros, la mentalité là de l'Union européenne, c'est eh bien la guerre va nous apporter la paix. Voilà. Ah, je résume en peu de mots, c'est ça, hein. Il nous faut la guerre. La guerre est bien mieux que la paix. Eh oui, donc en gros, faisons la guerre et comme ça nous apportera la paix. Voilà. Alors c'est extrêmement grave comme logique. Alors évidemment, c'est un sophisme absolument terrible, tragique même, j'ai envie de vous dire, et qui peut nous emmener très loin. J'espère que bon, tout cela ne sont que des mots. J'espère que ce ne sont que des rodomontades. Nous verrons bien. En tous les cas, il ne faut pas oublier que Trump, à lui tout seul, il pourrait arrêter tout ça. Parce qu'en réalité, l'Union européenne dépend totalement des États-Unis quant à son armée. Parce qu'en réalité, l'armée américaine est tellement intrinsèquement liée avec l'armée de l'Union européenne, pays par pays, sans compter
que le meilleur matériel de l'Union européenne, en fait, c'est du matériel américain. Hein, le meilleur matériel, c'est du matériel américain. Bref, c'est tellement lié par les Américains, et les Américains ont fait en sorte que ça soit le cas depuis plus de 40 ans. Donc en gros, on peut rien faire sans les Américains. Donc aussi bien au niveau du renseignement militaire que les tanks, les obusiers, les véhicules blindés, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en gros, l'Union européenne dépend complètement des Américains, et ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on aura une Union européenne unie, monolithique, qui agirait de concert avec un chef, un général unique, qui déciderait de tout. Ça n'existe pas, et ça ne se fera jamais. Faut pas oublier qu'en réalité, l'Union européenne est complètement divisée. Bah oui, ça reste des nations, même si Macron, Ursula von der Leyen et d'autres pays se voilent la face, le mur des réalités est là. Il y a des nations qui ont leur histoire, qui ont leur propre matériel militaire, qui produisent énormément de matériel militaire, comme par exemple l'Allemagne et la France, énormément, qui se font une compétition de fou au niveau militaire concernant la vente à l'international, qui se tirent dans les pattes en permanence. On l'a vu avec le SCAF, l'avion, le nouvel avion, l'hélicoptère du futur, c'est pareil. Bref, et en plus on a des pays comme l'Allemagne et la Suisse qui achètent des F-35 américains. Donc en gros, ils ont continué à acheter américains avec toute la maintenance qui va avec. Ils vont pas abandonner tout leur matériel acheté américain, obusiers, obus, etc., etc. Bien évidemment. Donc Trump, il pourrait arrêter ça. Hein. Il pourrait dire bon ben on arrête, on vous aide plus du tout. Voilà, je reprends toutes mes billes et on vous aide plus, on vous donne plus nos renseignements satellitaires, par exemple. Voilà, et comme l'Union européenne dépend totalement des renseignements satellitaires américains, ben c'en est fini. Il y a plus personne. Et alors là, cerise sur le gâteau, et là je parle pour l'Ukraine, il suffit qu'Elon Musk décide de plus utiliser le réseau Starlink pour l'Ukraine, et là, il n'y a plus d'Ukraine. En 24 heures, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'Ukraine. L'Ukraine dépend complètement du réseau Starlink concernant les communications militaires, la direction des drones aériens ou des drones navals qui pourraient plus s'orienter. Donc ce serait extrêmement grave si Elon Musk décidait du jour au lendemain d'arrêter Starlink. Il n'y aurait plus d'Ukraine. Terminé, au revoir. Voilà. Donc l'Ukraine dépend totalement des États-Unis ainsi que l'Union européenne en réalité. Eh oui, eh oui. Donc il faut garder tout cela en tête. Bon, bref, l'introduction commence à être un peu longue. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura moult et moult informations diverses très très intéressantes à ne pas manquer. Et aussi, n'oubliez pas que la carte militaire, c'est le lundi maintenant. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, c'est la dernière fois que je vais le dire, n'oubliez pas la carte militaire afin de savoir ce qu'il se passe sur le terrain lundi. Donc rendez-vous lundi pour cela. Donc commençons. Alors on va commencer avec un article de France 24 qui nous dit Donald Trump gèle l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Alors que le dialogue avec Kiev était déjà tendu, le gouvernement de Donald Trump a décidé de mettre en pause lundi l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, rapporte un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat. Alors vous vous doutez bien que ça fait l'effet d'une bombe, parce que l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine, ben, ça va handicaper une Ukraine qui était déjà désespérée. Et bon, je sais, je le répète souvent à chaque fois, quand l'Ukraine subit des coups comme ça, des revers de la part des États-Unis, eh bien n'oublions jamais que, bien entendu, ça fait un coup au moral des soldats ukrainiens.
Comment voulez-vous que les soldats ukrainiens aient à cœur de se battre quand ils ont mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle? Absolument surtout. Avant, ils avaient des mauvaises nouvelles sur le fait qu'ils avaient de moins en moins d'aide de l'Union européenne et des États-Unis quant à l'armement et aux subsides qui avaient dramatiquement baissé. Et bon, ensuite, ils ont eu d'autres mauvaises nouvelles, comme l'arrêt complet de l'aide à l'Ukraine d'un montant de 60 milliards de dollars, qui a ensuite été débloqué, mais des mois et des mois après, donc ça fait un gros coup. Et ensuite, évidemment, les manques de munitions, manque d'obus, le coût des Storm Shadow et des attaques MS qui devaient être les armes ultimes n'ont absolument rien changé. Ça a fait exactement comme les drones Switchblade au début de la guerre, les HIMARS, voilà, qui n'ont strictement rien fait, etc., etc. Donc tout ça, c'est des coups durs. L'Ukraine n'arrête pas de se prendre des coups durs. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un coup dur colossal. Colossal. Et on va voir que c'est pas terminé. Il y a un ultime coup dur qui va leur arriver. On va le voir plus tard. Alors là, on a un des plus grands journaux ukrainiens, The Kyiv Independent, qui nous dit l'aide militaire américaine à l'Ukraine suspendue selon les rapports de la frontière polonaise, déclare Tusk. Donald Tusk, c'est lui, donc le Premier ministre polonais. Donc c'est confirmé par la Pologne. Il y a bien l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. Là, il n'y a apparemment pas de débat. Donc évidemment, c'est extrêmement grave. Imaginez-vous, là ça paraît dans un des plus grands journaux d'Ukraine, imaginez-vous quand les Ukrainiens lisent ça. Imaginez-vous leur réaction, la panique. Et évidemment, les soldats sur le front vont finir par le savoir. Bien évidemment, imaginez-vous l'effet tragique que ça pourrait avoir sur le front. En tous les cas, comme je ne cesse de le répéter, un coup très très dur pour l'Ukraine. Là, on va voir un très court extrait de LCI qui en dit très long, au cas où les États-Unis arrêtent effectivement de donner du renseignement à l'Ukraine. Donc on va regarder ça, c'est parlant, assez parlant. Donald Trump ne l'a pas clairement dit, mais si les États-Unis cessent de fournir du renseignement à l'Ukraine, Zelensky se priverait donc de sa plus importante source d'informations avec les informations que fournissent les Britanniques. Toute l'imagerie satellite, par exemple, que fournit aujourd'hui les États-Unis est d'une précision qu'aucune capacité européenne ne peut égaler aujourd'hui. Le New York Times avait révélé l'an dernier que 12 bases d'espionnage de la CIA étaient en action sur le territoire ukrainien. Exact. Elles avaient été construites avant la guerre, mais les agents de la CIA étaient restés après la guerre. Ouais, ça serait une perte considérable. Le général va pouvoir réagir. Alors, vous voyez, là, c'est la panique absolue si jamais les États-Unis arrêtaient de fournir du renseignement. Bon, encore une fois, nous verrons bien à la longue si c'est vraiment vrai qu'il y a vraiment plus de renseignements américains donnés à l'Ukraine, ne serait-ce que via les autres pays, comme je vous l'ai déjà dit en introduction. Donc, nous verrons bien. Alors ici, un article du Daily Mail qui nous dit « Washington interdit à la Grande-Bretagne de partager des renseignements militaires américains avec l'Ukraine. La décision de Donald Trump de geler hier l'aide militaire américaine à Kiev laisse présager que l'Ukraine pourrait se retrouver à court d'armes d'ici 2 à 3 mois. D'ici 2 à 3 mois. À garder en tête. Hein. Mais en plus des missiles et des munitions, toutes les agences de renseignement et les organes militaires britanniques ont également reçu un ordre interdisant expressément le partage de renseignements générés par les États-Unis, anciennement connu sous le nom de RAIL UKR, abréviation de Releasable to Ukraine. Alors, depuis le début du conflit, il y a 3 ans, le Royaume-Uni et d'autres partenaires occidentaux en matière de sécurité, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont partagé ces connaissances avec l'Ukraine.
Mais le Daily Mail a appris que la classification de sécurité de haut niveau a maintenant été supprimée par les États-Unis en attendant une nouvelle notification et qu'elle est susceptible d'avoir un impact sur les capacités de Kiev à se défendre contre l'assaut continu de la Russie. L'interdiction concerne notamment le GCHQ du Royaume-Uni, les agences d'espionnage et les services de renseignement du ministère de la Défense. Hier, l'expert du renseignement militaire britannique Phil Ingram a déclaré au Mail « L'instruction des États-Unis d'empêcher leurs alliés de partager des renseignements provenant des États-Unis avec l'Ukraine est ce à quoi je m'attendais. Les partenaires des services de renseignement des États-Unis, y compris la Grande-Bretagne, ont vu l'autorisation de transmettre des renseignements révoquée. » Alors évidemment, tout cela est en pause, hein, ce n'est pas définitif pour l'instant, nous verrons bien, mais en tous les cas, voilà, entre l'arrêt de l'armement et l'arrêt du renseignement américain, c'est absolument catastrophique pour l'Ukraine. Alors comme c'est dit aussi ici, bien évidemment, c'est pour pousser Zelensky à négocier et à signer aussi le nouveau contrat pour les ressources minières de l'Ukraine. Bien évidemment, hein, donc là, cette décision coïncide avec la confirmation par les États-Unis de la suspension de leur aide à Kiev, alors que le fossé entre les deux alliés supposés s'approfondissait avant que le président Zelensky n'offre hier un rameau d'olivier à son homologue américain, Donald Trump. Bah oui, quand Donald Trump a fait tout ça, a décidé tout cela, l'Ukraine a immédiatement été mise dans la boucle et Zelensky a dit ah ouais, oui, je vais signer le contrat, quel que soit le format du contrat concernant les ressources minières de l'Ukraine. Ah, je signerai. Est-ce qu'on peut encore avoir un rendez-vous à la Maison Blanche, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce qu'a dit Zelensky à Donald Trump. Zelensky a même envoyé une lettre à Donald Trump, que Donald Trump, avec son air narquois, a d'ailleurs divulgué lors de son allocution, son énorme allocution au Congrès sur l'état de l'Union. Bref, donc voilà, donc ça a humilié d'ailleurs encore une fois Zelensky. Donald Trump n'a pas donné de réponse à Zelensky suite à sa lettre de doléance. Voilà, il n'a pas répondu à Zelensky encore, hein. Bon, à mon avis, il va le faire mariner encore quelques temps avant de dire bon, allez, d'accord, ok, hein, signe là en bas et c'est d'accord, je vais remettre l'armement et les renseignements à l'Ukraine. Voilà, mais signe bien le contrat d'abord. Voilà, bon, je suppose que ça va se passer comme ça, mais bon, on ne sait pas, hein. Peut-être que Donald Trump en aura vraiment marre de Zelensky et continuera d'arrêter l'armement et les renseignements à l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine capitule. Peut-être, on ne le sait pas. Alors, je ne pense pas que ça ira jusque-là, mais bon, avec Trump, on ne sait jamais. Alors là, un article du New York Times qui nous dit Exef. Alors Exef, c'est le nouveau chef du Pentagone, ordonne au Pentagone de mettre un terme aux cyberopérations offensives contre la Russie. Les instructions du secrétaire à la Défense données avant l'affrontement entre le président Trump et le président ukrainien font apparemment partie d'un effort visant à entraîner la Russie dans des négociations sur la guerre. Donc là, vous voyez carrément les États-Unis dévoilent leur jeu. Donc déjà, bon, sans surprise évidemment, là on apprend qu'il y avait des cyber-opérations contre la Russie. Ah bah tiens, l'Union européenne et même les États-Unis avant Donald Trump n'arrêtaient pas de se plaindre, je dis bien avant Donald Trump, hein, n'arrêtaient pas de se plaindre d'une ingérence russe dans l'Union européenne, aux États-Unis, ils n'arrêtaient pas de s'en plaindre, alors que eux-mêmes le font à fond, bien évidemment. Ça, c'est de bonne guerre, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, bref, en tous les cas, là, on apprend que les États-Unis font encore un geste envers la Russie pour adoucir la Russie. Pourquoi les États-Unis font cela? Parce que les États-Unis de Donald Trump cherchent
la paix le plus rapidement possible avec l'Ukraine, et Vladimir Poutine a toutes les cartes en main. Vu que Donald Trump aime bien parler de cartes, on va parler des cartes. Donc Poutine a toutes les cartes en main, Trump le sait très bien, donc il va lâcher jusqu'à ce que Poutine daigne s'asseoir à la table des négociations pour vraiment négocier. Pour l'instant, il n'y a eu aucune négociation entre les États-Unis et la Russie. Je le répète, il n'y a eu aucune négociation pour l'instant. Ici un article du New York Times qui nous dit « Mais quand les forces ukrainiennes pourraient-elles commencer à céder sans les armes américaines ? Selon les analystes, cela pourrait prendre à peine 4 mois, alors que l'Europe s'efforce de combler le vide laissé par la suspension de l'aide par le président Trump. » Alors en fait, d'autres analyses disent entre 2 et 4 mois. Voilà, entre 2 et 4 mois, 4 mois au maximum, sans l'aide américaine. Donc évidemment, en 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc en gros, ça devrait être fini à l'été si jamais les États-Unis continuent de ne plus fournir d'armes à l'Ukraine. Sachant que, comme je l'ai dit précédemment, ça c'est sans les armes américaines. Si jamais les Américains persistent dans l'arrêt du renseignement et qu'effectivement les pays de l'OTAN obéissent aux ordres américains, là ça peut se finir beaucoup plus tôt que cela. Évidemment, ça c'est sans compter le manque d'hommes, sans compter que l'effondrement de la ligne de front qui peut arriver du jour au lendemain comme une digue qui ne peut plus rien retenir et qui s'effondre complètement. Donc là, ça pourra aller très vite, bien avant 4 mois. Mais bon, là, seul le temps nous le dira. Ici, un article du Washington Post qui nous montre une gesticulation de Zelensky pour se faire pardonner. Là, on a Zelensky propose un cessez-le-feu partiel, même pas complet, hein, avec la Russie pour relancer les négociations de paix. Bon, suite à son altercation avec Trump à la Maison-Blanche, qu'il a qualifié de regrettable. Donc là, il essaye de regagner les faveurs de Trump en disant hey, « Regarde, je fais un effort, ouais. Tu vois, je propose un cessez-le-feu pour relancer les négociations de paix. » Cessez-le-feu dont ça fait, allez, 2 ou 3 mois au minimum que Poutine a dit que jamais il n'accepterait un cessez-le-feu. Ça, c'est bon. Faut même pas avoir des velléités d'en parler. Il ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu. Poutine, il veut un accord de paix, mais un accord de paix dans le marbre, c'est-à-dire qui va vraiment durer, avec des garanties de non-agression de l'Ukraine envers la Russie. Oui, je sais, ça paraît inversé comme raisonnement, mais c'est comme ça que les Russes raisonnent là. C'est-à-dire que si l'Ukraine n'est pas complètement neutre, n'est pas démilitarisée, dénazifiée, etc., etc., je vais pas refaire la liste, eh bien pour la Russie, l'Ukraine représentera un danger perpétuel. Donc il veut des garanties, Vladimir Poutine. Donc il va falloir donner autre chose qu'un cessez-le-feu. Trump aussi avait proposé un cessez-le-feu dès le début, ça avait été rejeté complètement, et on a Zelensky qui est quand même un petit peu idiot, voire complètement idiot, et qui dit « Ah bah tiens, je propose un cessez-le-feu ». Là, Trump, il va se poser des questions sur le QI ou l'intelligence de Zelensky, ou sa mémoire même. Mais bon, on va dire que ça, c'est un autre domaine. Bref, donc, bien évidemment, c'est ridicule. Alors là, un article de CBS News qui nous dit « L'Ukraine prête à signer un accord sur les minéraux quelques jours après l'échec de l'accord Trump-Zelensky ». Donc là, on voit que très rapidement, Zelensky s'est couché, bien qu'il faut noter qu'il ne s'est jamais excusé, Zelensky. Il ne s'est pas excusé auprès de Trump. Ça c'était à signaler. Mais bon, voilà, en tous les cas, là, il joue le servile. Par des actes, puisqu'il dit bon bah d'accord, je suis prêt à signer l'accord, quel que soit le format. Bon, ça c'est ce que je vous avais dit. Donc là, c'est le rameau d'olivier qui est présenté par Zelensky à Trump. Pour l'instant, Trump ne l'a pas accepté, ce rameau d'olivier.
Et comme je l'ai dit aussi encore une fois précédemment, je pense qu'il va le laisser un petit peu mariner. Bah, c'est un peu normal. Trump vient d'interdire l'envoi d'armement et même carrément l'envoi de renseignements. Il va pas en 24 heures dire ah bah bon d'accord allez je te remets l'armement et le renseignement. Non, ça c'est impensable. Donc ça va durer quelques temps, hein, le temps que Zelensky comprenne son erreur. Et là, il y a de fortes chances qu'après, Trump redonne l'armement et les renseignements. Mais bon, encore une fois, hein, avec Trump, on ne sait pas si Poutine se montre toujours de marbre, eh bien peut-être que Trump va renforcer l'arrêt de l'armement et du renseignement, et au lieu que ça soit une pause temporaire, bah, que ça soit définitif. Voilà, encore une fois, je le répète, pour pousser Zelensky en dernier recours, parce qu'évidemment ce sera un dernier recours, pour pousser Zelensky à la capitulation. Là, cet article de Politico me donne du grain à moudre par rapport à ce que je vous ai dit juste précédemment. C'est-à-dire que Trump veut absolument une paix le plus rapidement possible avec l'Ukraine. Et là, que lit-on? On a la seule chose qui compte est d'amener Poutine à négocier, déclare Marco Rubio. Donc Marco Rubio, c'est lui, c'est le secrétaire d'État américain, donc quelqu'un d'extrêmement important. Et là, il dit le point où nous en sommes actuellement est que nous essayons d'amener donc Vladimir Poutine à la table des négociations. Et là, il dit cela fait 3 ans que nous insultons Vladimir Poutine, a déclaré dimanche le secrétaire d'État Marco Rubio. Donc, vous voyez un petit peu vraiment la motivation très 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 grande des États-Unis pour que le secrétaire d'État américain, donc lui, Marco Rubio, dise cela. Vous voyez à quel point Trump veut vraiment à tout prix atteindre Vladimir Poutine en le mettant sur la table des négociations. Il veut vraiment la paix à tout prix. Et bon, bah, nous verrons jusqu'à quel point Trump veut vraiment la paix à tout prix. Nous allons voir. En tous les cas, bien évidemment, tout cela est très bénéfique pour Vladimir Poutine. Ici, un article d'Anadolu Ajansi, donc le grand journal turc, qui est absolument énorme cet article. Rubio, donc encore une fois Marco Rubio, lui, le secrétaire d'État américain, qualifie le conflit ukrainien de guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie et appelle à la fin des combats. Le secrétaire d'État américain soutient qu'aider l'Ukraine autant qu'elle en a besoin et aussi longtemps qu'il le faudra n'est pas une stratégie et que personne n'a de plan concret pour résoudre la guerre. Vous imaginez ce qu'il dit là? Là, citation, franchement, il s'agit d'une guerre par procuration entre les puissances nucléaires, les États-Unis qui aident l'Ukraine et la Russie. Et elle doit prendre fin, a-t-il déclaré. Vous imaginez un peu ce qu'il vient de dire? Donc, oui, les médias depuis 3 ans nous disent ah, bah, c'est l'Ukraine contre la Russie, c'est l'Ukraine contre la Russie. Enfin, quelqu'un qui a le courage de dire la vérité, que c'est une guerre par procuration, que l'Ukraine n'est qu'un truchement entre les deux grandes puissances. Enfin, la vérité, et surtout le plus important, c'est que cette vérité vient de la bouche du nouveau secrétaire d'État américain. C'est ça qui est le plus énorme. C'est pas cette vérité qui est balancée, c'est par qui elle est donnée cette vérité. Par Marco Rubio. Voilà, c'est absolument énorme. Ça, c'est bien que cette transparence enfin arrive et que bah, les médias reprennent. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est pas LCI qui va reprendre ça, ni le Figaro, ni le Monde, ni le Daily Mail. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même un grand média international qui reprend ces termes. C'est très très intéressant à noter. Alors ici, un article de The Guardian qui nous dit un tournant. Les dirigeants de l'Union européenne s'accordent sur un plan visant à augmenter considérablement les dépenses de défense. Bon, ça c'est ce que je vous avais dit en introduction. Les dirigeants approuvent la proposition d'Ursula von der Leyen alors que le président français qualifie Vladimir Poutine d'impérialiste qui cherche à réécrire l'histoire,
car oui, Vladimir Poutine avait traité Macron de Napoléon. Macron n'a pas du tout aimé, et Macron en a profité pour dire il ne faut jamais oublier que la Russie est l'agresseur et que l'Ukraine est l'agressée, n'oublions jamais cela. Et oui, Macron ne pouvait pas s'empêcher de rappeler cela. Bah oui, sinon comment pourrait-il vendre à son propre peuple, les Français, et même aux autres peuples de l'Union européenne, eh bien, sa folie des grandeurs quant à ses dépenses militaires complètement folles. Évidemment, le petit Macron suit la reine de l'Union européenne, von der Leyen, qui en réalité décide de tout. Et oui, mais bon, ça vous le saviez déjà. Ici, France 24 nous dit riposte européenne sur l'Ukraine. Et si l'Union européenne utilisait les avoirs gelés de la Russie, donnait les 250 milliards d'avoirs russes gelés à Kiev, pourquoi l'Union européenne ne peut pas faire ce qu'elle veut de cet argent? Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a prononcé de nombreuses sanctions à l'encontre de Moscou, gelant des dizaines de milliards de francs russes. Alors pourquoi l'UE ne peut pas faire ça? Parce que ce serait volé, hein, c'est tout simplement. Et comme l'UE quand même se permet beaucoup de choses à la limite de la légalité, il n'ose pas franchir le pas parce que cela ferait un effet boomerang absolument terrible contre l'Union européenne. Il n'y aurait plus aucun investisseur qui voudrait investir dans l'Union européenne, donner des fonds tout du moins, de peur que les fonds soient confisqués pour X raisons. Je rappelle que l'Arabie Saoudite et le Qatar a déjà menacé l'Union européenne si jamais elle s'amusait à faire cela. Alors pourquoi cet avertissement de ces deux pays précisément? Se sentaient-ils visés en tant que prochaine victime de l'UE pour des raisons de non-respect de la démocratie, non-respect des droits de l'homme, non-respect de la femme, etc., etc. En tous les cas, bien entendu, ce n'est pas que ces deux pays qui tomberaient à bras raccourcis sur l'UE, mais on peut dire le monde entier, parce que ce serait un vol manifeste fait à la face du monde, complètement odieux d'un point de vue économique. Donc c'est pour ça que là, l'Union européenne est paralysée. Et qu'est-ce qu'on lit plus précisément dans cet article? On nous dit qu'Emmanuel Macron, donc Emmanuel Macron, le chef de l'État, n'évoque pas en revanche la possibilité d'utiliser les 250 milliards d'avoirs russes gelés par l'UE depuis le début de l'invasion pour aider l'Ukraine. Parce que là, dans l'article, on nous dit que voilà, que Macron, il essaye de voir comment financer l'aide à l'Ukraine d'un montant absolument énorme, mais il ne mentionne jamais la prise des avoirs russes. Et là, ils disent, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir se servir de l'argent russe, il faudrait d'abord le confisquer, c'est-à-dire passer par des procédures juridiques présentées comme compliquées et non dénuées d'effets indésirables. Alors, j'adore comment France 24 tourne les choses. Donc, non, il n'y aurait pas de procédure juridique compliquée, car c'est tout simplement interdit. On ne peut pas contourner cela. Hein, c'est pas en prenant un bon avocat, hop, on peut retourner la cour. Non, ça marche pas comme ça. C'est complètement interdit, quelle que soit la perspective que l'on a. Et non dénué d'effets indésirables, j'adore. Ce serait un risque économique colossal pour l'Union européenne si jamais elle faisait ça. C'est l'euphémisme du siècle. Bref, passons. Alors ici un article de DPA International qui nous dit « L'Union européenne ne parvient pas à s'entendre sur une position commune concernant le soutien à l'Ukraine ». Alors oui, effectivement, là on lit « L'Union européenne n'est pas parvenue jeudi à s'entendre sur une position commune concernant le soutien à l'Ukraine, la Hongrie n'ayant pas soutenu une déclaration promettant un soutien supplémentaire à Kiev ». Donc là, concernant l'aide à l'Ukraine, comme je vous l'avais dit en introduction, la Hongrie s'y oppose. Et c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen essaye de retirer le droit de vote à la Hongrie, carrément. Vous allez me dire pourquoi pas. Au point où on en est maintenant, c'est comme ça qu'on les reconnaît.
Ces gens-là, ils osent tout. Alors là, un article édifiant et extrêmement intéressant du Kyiv Post, donc un des plus grands journaux ukrainiens, qui nous dit: un missile russe frappe une base d'entraînement, des morts et des blessés signalés. Le commandant des forces terrestres a ordonné une enquête indépendante menée par le contre-espionnage militaire, avertissant, citation, tous ceux qui sont responsables, que ce soit par action ou par inaction, devront rendre des comptes. Alors là, je vous fais un résumé vite fait avant de voir en détail l'article. En fait, c'est la 3e fois qu'il y a un gros regroupement d'hommes militaires au même endroit. C'est la 3e fois. Et là, Kiev hurle parce que quand c'est arrivé la première fois à Kiev, qu'il y a un building entier qui a été, on va dire, détruit, et que d'ailleurs Zaloujny et Boudanov avaient failli mourir. Hein, on ne les avait pas vus pendant des mois. Il y avait eu des centaines de morts, dont des officiers, des hauts officiers, etc. Donc il y avait eu une enquête en disant: bah non, bah maintenant faut arrêter ça, faut plus faire ça. Et c'est arrivé une 2e fois, je me rappelle plus où. C'est arrivé une 2e fois, et là Kiev a dit: ça y est, là on va faire un protocole pour que ça n'arrive plus jamais, c'est inadmissible, etc. Et là, c'est arrivé une 3e fois. Donc les protocoles pour ne pas faire une concentration d'hommes au même endroit n'a pas été respecté une 3e fois. Donc là, là ils sont fous furieux, là, hein, les Ukrainiens. Le bureau d'enquête d'État, DBR, a annoncé l'ouverture d'une procédure pénale sur les décès et les blessures de militaires ukrainiens suite à une frappe de missiles russes sur un terrain d'entraînement dans la région de Dnipropetrovsk. Donc que s'est-il passé? Eh bien, selon les médias ukrainiens, les soldats de la brigade avaient déjà fait part de leurs inquiétudes concernant le manque de formation, le chaos de gestion et le fait que les recrues étaient envoyés directement dans les unités d'assaut avec une préparation inadéquate. Bon, ça fait un an et demi que je vous parle de ça. Bah, évidemment que c'est le chaos en Ukraine, évidemment qu'ils sont envoyés dans les unités d'assaut sans formation adéquate, bien évidemment. Je vous en parle depuis tellement longtemps et tellement de fois que je ne vais pas y revenir là-dessus. C'est la palissade. Donc effectivement, bon, ils ont averti, mais personne n'a entendu. C'est normal, c'est le chaos en Ukraine. Il y a un manque criant de ressources humaines. Ils sont dos au mur et ils paniquent. Donc ce qui devait arriver arriva. Résultat, les forces russes ont lancé une attaque de missiles sur une base d'entraînement militaire ukrainienne, tuant apparemment 150 soldats ukrainiens et 30 instructeurs étrangers. Et apparemment, ces instructeurs étrangers seraient 30 instructeurs français. Ça, c'est selon mes sources, mais à confirmer, hein. Je ne peux rien dire, je ne peux rien affirmer, c'est à confirmer. Déclenchant une enquête à grande échelle menée par des responsables de contre-espionnage. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir ciblé le site à l'aide d'un système de missiles Iskander-M. À la suite de la frappe, jusqu'à 150 ressortissants ukrainiens ont été tués, ainsi que 30 instructeurs étrangers. C'est sur les chaînes Telegram que j'ai appris que c'était des Français, mais encore une fois, ça reste à confirmer. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à noter ici dans cet article de très très intéressant et que je n'ai jamais vu depuis que je suis la guerre en Ukraine, c'est-à-dire depuis 3 ans? Eh bien, j'ai jamais vu un rapport russe du ministère de la Défense russe qui est repris tel quel et dont le journaliste reprend exactement le nombre de soldats tués, c'est-à-dire les 150 soldats et les 30 instructeurs étrangers. Ils le reprennent tel quel dans le Kyiv Independent. Je n'ai jamais vu ça. D'habitude, ils se moquent des rapports russes, selon les Russes. Là, ils reprennent tel quel. Ils disent pas selon les Russes, ils reprennent les dires des Russes. Donc, ce qui veut dire beaucoup. Alors, est-ce que ça veut dire que depuis le début de la guerre, quand les Russes donnaient des chiffres, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est maintenant uniquement que les chiffres russes dévoilés sont vrais et qui mentaient avant? Je ne le sais pas, on ne peut pas le nier, mais en tous les cas, il y a de fortes chances que les chiffres russes soient beaucoup plus réalistes que les chiffres ukrainiens.
selon moi, et moi depuis les 3 ans de guerre que je vois ça, j'ai jamais vu un rapport du ministère de la Défense, je dis bien du ministère de la Défense, hein, pas d'un blogueur russe, hein. Je n'ai jamais vu quelque chose de faux, de complètement faux, hein, j'entends. Alors évidemment, concernant le ministère de la Défense, je ne parle pas des exagérations possibles, ça c'est la guerre, évidemment, on exagère, il y a une propagande, c'est inévitable, bien sûr qu'ils peuvent exagérer, mais quelque chose de vraiment faux ou d'une exagération éhontée, je ne l'ai jamais vu du ministère de la Défense russe. Par contre, je l'ai vu systématiquement du côté ukrainien. Je dis bien systématiquement. Je l'ai démontré des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans les points sur l'Ukraine, articles à l'appui, hein. Voilà. Bref, donc c'est très intéressant. Alors évidemment, vous vous doutez que ça fait très mal côté ukrainien, surtout les fameux instructeurs étrangers. Voilà, mais en tous les cas, vous voyez que c'était un événement important à relater, hein. Et en plus, venant d'un journal ukrainien, d'un grand journal ukrainien. Bref, à méditer. Alors ici, un article du Daily Mail absolument explosif. Vous allez voir ça. Les États-Unis ont pourparlers secrets avec leur allié de Poutine pour redémarrer le gazoduc Nord Stream 2, 2 ans après son attentat. Selon certaines informations, un proche collaborateur de Vladimir Poutine et des personnalités clés liées au cercle restreint de Donald Trump auraient mené des discussions secrètes pour redémarrer le gazoduc Nord Stream 2. Alors moi j'y crois à cela, même si bon, on est très très loin, j'attends de le voir pour le croire, hein, que ça se réalise cela, mais bon. Bref, en tous les cas, je crois qu'il y ait bien eu des pourparlers. Et vous allez comprendre pourquoi dans le prochain article. Bon, déjà, vous notez que c'est carrément explosif. Et là, c'est un atout considérable qui serait donné à Vladimir Poutine s'il y avait une reprise des Nord Stream 2 et puis des Nord Stream 1 aussi, tant qu'à faire. Ce serait un coup monstrueux à l'avantage de Poutine. Donc ça veut dire que Trump, toujours dans ses velléités à vouloir une paix à tout prix et le plus tôt possible, est prêt apparemment à tout. Mais vous allez voir, le chemin sera périlleux et semé d'embûches avant que le Nord Stream 2 redémarre. Là, on lit dans RBC Ukraine, donc un journal ukrainien, l'Allemagne réfléchit à la manière de perturber le rétablissement du gazoduc Nord Stream 2, d'après le grand journal allemand, le Bild. Alors vous voyez que l'Allemagne ne veut surtout pas d'un rétablissement du Nord Stream 2 et surtout pas Merz. Olaf Scholz, lui, ça y est, il commençait à plier et à songer au rétablissement du Nord Stream 2. Mais Olaf Scholz, ça y est, il est hors course. Maintenant, c'est Merz. Et pour Merz, il n'en est absolument pas question. Mais que lit-on ici? L'Allemagne étudie les moyens d'empêcher la reprise du Nord Stream 2, à cause des raisons que je vous ai citées précédemment. Le gazoduc pourrait être relancé en vertu d'un accord entre les États-Unis et la Russie dans le cadre du règlement de la guerre en Ukraine, rapporte le Bild. Selon Bild et le Financial Times, des négociations secrètes se déroulent depuis plusieurs semaines entre des représentants de la Russie et des États-Unis au sujet de l'achat, par des investisseurs américains, du gazoduc endommagé Nord Stream 2 dans la mer Baltique. C'est croustillant comme information, ça, hein. Selon l'agence, le gouvernement allemand étudie les leviers qu'il peut utiliser pour empêcher le retour du Nord Stream 2. Donc on a l'Allemagne qui ne veut surtout pas, mais alors surtout pas, retrouver sa puissance d'antan, retrouver son économie d'antan. Elle veut rester dans le marasme économique, dans la crise énergétique et voir ces grandes entreprises partir vers les États-Unis à cause d'un coût du gaz bien trop cher. L'Allemagne veut continuer encore à détruire toujours plus son pays. Vous voyez, c'est ce qu'a fait Olaf Scholz et ce que va faire Merz, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Voilà.
Mais bon, voilà, on a le plan américain bon, bah, qui continue. Je vous passe les détails. Alors le plan prévoit non seulement le redémarrage du gazoduc, mais aussi une coopération économique plus approfondie entre Washington et Moscou, y compris une éventuelle médiation pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc en gros, bah, le gaz bon, bénéficierait aux États-Unis, hein, du gaz serait acheminé certainement via GNL aux États-Unis par les Nord Stream. Bon, bah, après, on ne sait pas, hein. Là, ils disent que, bon, bah, que les États-Unis pourraient éventuellement acheter le gazoduc Nord Stream 2. Et donc, ça n'appartiendrait plus à l'Allemagne. Voilà, c'est très étonnant et très très édifiant et très croustillant comme information. Un rétablissement du Nord Stream 2 changerait la face de l'Europe et surtout l'Allemagne, bien sûr. Alors on verra, mais alors vraiment, si Trump va jusqu'au bout pour cela, parce que évidemment c'est pas l'Allemagne qui rétablirait les Nord Stream, comme je viens de vous le dire, ce serait Trump. Est-ce que Trump serait prêt à aller jusque-là? Il pourrait, hein, bien entendu, ce serait facile de forcer la main aux Allemands, puisque les Allemands, de toute manière, sont la chose des États-Unis. Les États-Unis font ce qu'ils veulent de l'Allemagne. Hein, les États-Unis sont tout puissants en Allemagne, donc ils font strictement ce qu'ils veulent, même si le chancelier Merz recule des deux pieds de tout ce qu'il peut. Trump saura lui forcer la main, bien évidemment, et de manière aisée, hein. Mais bon, c'est quand même très très intéressant cette affaire. Là, un article du New York Times qui confirme très exactement ce que je vous avais dit la semaine dernière concernant la mortalité sur le terrain par les drones, qui est bien plus grande que la mortalité donnée par les obus, c'est-à-dire par l'artillerie. Et là, bah, ça tombe à pic. On a le New York Times qui confirme ce que je vous ai dit la semaine dernière quant à la létalité des drones par rapport à l'artillerie. Donc là, c'est bien qu'un grand journal le dise. Donc là, c'est marqué: la guerre en Ukraine a changé, elle est plus meurtrière que jamais. Après l'invasion russe, l'artillerie, les missiles, les chars et la guerre des tranchées ont dominé les combats, faisant souvent écho aux guerres mondiales. Aujourd'hui, ce sont les drones qui commettent la plupart des meurtres, bon, c'est la traduction anglaise, affirment les commandements. Ils sont désormais responsables d'environ 70% des décès, des blessures selon les commandants ukrainiens. Ce changement radical modifie la manière dont les guerres pourraient être menées à l'avenir. Je suis 100% d'accord. Alors pourquoi je suis 100% d'accord? Parce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Alors j'ai insisté là-dessus la semaine dernière parce que ça devenait criant. Tellement criant qu'en réalité le New York Times l'a repris. Très très intéressant, hein. Donc là, le titre, c'est un millier de snipers dans le ciel. C'est les drones. La nouvelle guerre en Ukraine. Les drones ont changé la guerre en Ukraine. Les soldats adaptant les modèles prêts à l'emploi et envahissant les lignes de front. Voilà, bon, après, le reste, c'est de l'émotion. Bref. Donc, eh oui, les drones changent tout. Changent absolument tout quant à la manière de faire la guerre. Et dans le futur, ben, les chars, pour attaquer tout du moins, je parle pour l'offensive, hein. Bah, les chars vont devenir beaucoup beaucoup moins utiles, jusqu'à être remplacés par des drones, tout simplement, des drones autonomes. Alors ce seront d'énormes chars, mais dotés d'IA ou pilotés à distance, peut-être même via des drones qui feraient relais, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, oui, les drones vont prendre la part belle dans une guerre, que ce soit les drones navals ou les drones aériens, ou même encore les drones terrestres, hein. Comme je viens de vous dire, il y a déjà des chars russes, prototypes, dotés d'IA et pilotés à distance. Ce sont des petits chars. Et
Là, ce que moi j'avais vu de ces chars-là qui sont déjà existants et déjà utilisés, mais à l'état de prototype, mais de prototypes finaux, c'est-à-dire prêts à être industrialisés, eh bien, en fait, ce que veulent faire les Russes, de ce que moi j'ai vu, c'est balancer ces petits chars dans des bois et des forêts en premier lieu, pas sur la ligne de front, parce qu'ils sont pas assez évolués. Ce sera la prochaine phase sur la ligne de front quand les chars seront plus intelligents et mieux renforcés et qui coûteront un peu moins cher. Donc là, ils veulent les lancer dans les bois et les forêts afin de chercher tout seul des tranchées, des ennemis et tirer dessus tout seul, mais dans les bois et les forêts pour être plus ou moins à l'abri des drones et de l'artillerie adverse. Donc c'était la phase 1. La phase 2, c'est de les utiliser sur le front tout à fait normalement en race campagne. Voilà, moi c'est ce que j'avais vu tout du moins. Donc bref, sujet très intéressant. Alors un dernier article qui vient de World Cargo News, qui est un site spécialisé pour la marine internationale, donc en gros pour les marins principalement, tous ceux qui s'intéressent au maritime dans le monde, qui nous dit un porte-conteneur et un vraquier MSC endommagés par une frappe de missile à Odessa. Une frappe de missile, vous voyez, il n'y a pas d'ess, c'est un missile, c'est un Iskander. Sur le port d'Odessa, endommagé 2 cargos, dont le MSC Levante F, battant pavillon panaméen, et blessé 2 employés du port. Donc je vous résume l'affaire. Les Ukrainiens disent que dans les 2 porte-conteneurs, il y avait 21 000 tonnes de maïs, alors que le GRU, c'est-à-dire russe, les services de renseignement russes, eux disent qu'il y avait en réalité des tonnes de munitions et d'armement britannique, apparemment fusils d'assaut, mitrailleuses lourdes, etc. Évidemment, là, on ne parle pas de véhicules blindés ou de tanks, hein, bien sûr. On parle de munitions, de fusils d'assaut, grenades principalement, d'après les Russes. Bon, j'ai tendance à croire les Russes parce que ils ont fait des dizaines et des dizaines de frappes colossales qui ont tué énormément de mercenaires de l'OTAN, des officiers français, dans des endroits pourtant protégés, hein. Et bon, pour l'instant, ils ne se sont pas trompés, hein. Et on a la preuve là tout dernièrement avec les 150 soldats morts et les 30 instructeurs de l'OTAN tués. Donc la force des services secrets russes est absolument colossale. Pour moi, c'est les meilleurs du monde, c'est les plus fiables à ce niveau-là. Bon, peut-être qu'ils ont l'aide d'Ukrainiens russophones qui détestent Kiev. Il y a ça aussi, forcément, ça aide beaucoup. Mais en tous les cas, vous pouvez voir qu'ils sont très efficaces. Donc j'aurais tendance à croire la Russie quand ils disent qu'en réalité, c'était des munitions ou des armes britanniques à l'intérieur. Ce qui serait en plus tout à fait cohérent quant aux agissements de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. Ce serait pas du tout surprenant, bien sûr. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.